Avant un petit flashback, en français un petit retour en arrière. En 2015, nous étions à Vulcania, ceux et celles d'entre vous qui étaient présentes se souviennent de la prestation de M. Alexandre Gérard qui avait libéré son entreprise. Il nous avait expliqué pourquoi il l'avait fait et comment il l'avait fait. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, puisque 2 mois plus tard, je rencontre un de nos participants, qui est peut-être dans la salle ce soir, en tout cas il était inscrit, et il se reconnaîtra s'il est là. Je le croise dans une soirée en ville, comme on dit, et il vient vers moi, l'air très grave et très sévère. Il me dit « J'ai quelque chose de très important à vous dire ». Pourtant, je suis de naturel assez optimiste, mais je n'étais pas très rassuré. Et puis, il a continué en me disant « Cette soirée a changé ma vie ». Et ce qu'il a ajouté, il m'a dit « Le lendemain matin, c'est-à-dire la nuit à porter conseil, j'ai changé certaines de mes pratiques de dirigeant ». Alors, je formule le vœu que ce qu'on va entendre, ce que vous avez déjà entendu, ce qu'on va entendre tout à l'heure, va peut-être permettre à certains et certaines d'entre vous de changer votre vie. En 2016, donc l'année dernière, nous étions dans ce merveilleux théâtre de Châtel-Guyon et nous avions accueilli Hervé Franceschi qui nous a fait, lui, la démonstration que la joie peut augmenter notre performance individuelle et collective de 50%, rien que ça. Et alors, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme, dont nous avions compris qu'il ne serait pas là, puis qu'il serait là, puis finalement il n'a pas pu se libérer, se souvient d'ailleurs de la formidable étreinte, cœur à cœur, qu'il avait fait avec Hervé Franceschi. On m'a même dit que dans les réunions où il est, quand il a quelqu'un ou quelqu'une avec lequel il veut échanger de l'énergie, il fait une accolade cœur à cœur. Donc manifestement, ça a changé aussi quelque chose dans sa vie. Alors vous le savez, ce soir, notre conférencier, c'est Idriss Aberkan. Tiens, d'ailleurs, qui dans cette salle le connaît, soit par ses écrits, soit par ses interventions? Levez la main bien haut. Ah, Idriss, bonne nouvelle, il y a un bon fan club qui est déjà là. Alors, Idriss, c'est quelqu'un qui énerve beaucoup de monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a obtenu 3 doctorats en 3 ans, là où en moyenne, il faut 4 ans pour en obtenir un seul. Et ça énerve pas mal de monde. Je suis désolé, on a un docteur dans la salle en sciences physiques, donc j'espère que je ne vais pas le froisser en lui disant ça. Et d'ailleurs, il est assez attaché à ces 3 choses. 3 doctorats, 3 ans, 3 créations d'entreprises sur 3 continents différents, la France, l'Australie, la Californie. Non, la Californie, c'est là-bas. Et puis aussi, il a 3 grands sujets majeurs d'intérêt. Le premier, c'est l'économie de la connaissance. Alors l'économie de la connaissance, c'est ce qui va peut-être nous permettre d'avoir une croissance infinie sur une planète finie. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors l'infini, bon, c'est un peu plus loin et large que ça. Pour paraphraser Woody Allen, il a dit l'infini, c'est très très loin, surtout quand on est au bout. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. La deuxième chose qui l'intéresse, c'est la refondation complète de notre système d'éducation. En s'inspirant des récentes découvertes, des découvertes des neurosciences, qui enfin sont capables de nous expliquer comment fonctionne le cerveau et surtout comment il apprend. Là, il y a du boulot, hein, le quinquennat ne suffira pas à mon avis. Hein. Et puis la troisième chose qui le passionne, c'est, j'ai déjà oublié, c'est 1, 2, 3 soleil. Idriss, aide-moi. La troisième chose qui le passionne, bon, ben, il le dira lui-même, je pense. Hein, ouais. Alors, et donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement le docteur Idriss Aberkan. Vous attendiez peut-être à ce que j'arrive en lévitant, non? Je multiplie pas les pains, je marche pas sur l'eau, je suis désolé. Il y a la psychologue qui voulait me pécho aussi, elle est où? Tu sais qu'il y a ma meuf dans la salle, tu démarres pas ta voiture, toi. Alors, plein de choses, tenez, management par exemple. Vous êtes tous des consultants ici, c'est ça, hein? Non? Dans des métiers du conseil. On essaie de vous vendre du conseil, en fait, c'est ça? Oui. Est-ce que tu veux essayer ce truc-là? Non, c'est bon, vous m'entendez bien? Oui.
C'est bon, voilà. Vous savez qu'il y a une vanne sur les consultants. C'est un médecin, un consultant et puis un ingénieur qui essaie de savoir un peu qui a le vrai plus vieux métier du monde. Bon, ils ont oublié de caster la bonne personne, mais ça c'est un autre sujet. Alors, il ne faut pas rigoler à cette vanne, c'était un test en fait. Alors, typiquement, il y a le médecin, il arrive, il dit, attends, il est écrit dans la Bible que Ève, elle a été faite à partir d'une côte d'Adam. Donc il a fallu de la chirurgie pour ça, a priori c'est moi, le plus vieux métier du monde. Et l'ingénieur, il arrive, il fait hop, 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 hop. Dans la Genèse, il y a marqué, Dieu, il a créé l'univers à partir du chaos. Ça, c'est de l'engineering de haut niveau, ça. Hein. Donc l'ingénieur, c'est le plus vieux métier du monde. Et le consultant qui arrive, il fait, non, non, c'est moi le plus vieux métier du monde, parce que, à ton avis, le chaos, qui c'est qui l'a créé au départ? Ça fait 3 heures qu'ils essaient de vous vendre des prestations de conseil. Alors, celle-là, elle est pour moi. Au passage, en fait, on parlait un peu de l'interaction avec les autres, et il y a un sujet là-dessus qui me passionne, c'est... il y avait un grand physicien américain qui s'appelait Fritz Zwicky, et il avait une insulte préférée. Et son insulte, alors il était complètement fêlé le mec, hein, mais c'était un vrai génie. Et son insulte préférée, c'était connard sphérique. Voilà. Connard sphérique, c'est une insulte de geek, hein, typiquement. Et connard sphérique, ça veut dire t'es un connard sous n'importe quel angle. Je vous laisse. Alors, la bonne nouvelle, c'est que s'il y a bien quelque chose que j'ai appris et qui est vraiment très valable en management, c'est que le connard sphérique n'existe pas. Quand vous rencontrez un connard, et Dieu sait que je sais de quoi je parle, eh bien, vous ne voulez pas rigoler à cette vanne non plus. Oui, parce qu'automatiquement, il y a les gens qui sont là en train de se demander s'ils sont concernés. Typiquement, il est forcément cabossé quelque part. Personne n'est totalement sphérique dans sa connarditude. Je vous laisse méditer un peu là-dessus aussi. Quand vous rencontrez quelqu'un en fait, avec qui vous ne vous entendez pas, il y a forcément un angle en fait, dans son identité, dans sa personnalité, sous lequel il est cabossé. Voilà. Le problème, c'est que les relations sociales de tous les jours font qu'on a tendance à se regarder les uns les autres sous le même angle quasiment toute notre vie. Un policier, c'est un uniforme, un douanier aussi. On se voit par la fonction, hein. Donc on se voit toujours sous le même angle. Mais quand vous vous savatez avec quelqu'un, dites-vous bien qu'il y a toujours un angle sous lequel vous pourrez trouver un petit côté par lequel la vie l'a gondolé et qui fait que, en fait, vous pourriez communiquer. Le connard sphérique n'existe pas. Une autre histoire que j'ai envie de vous raconter avant d'attaquer, c'est l'histoire des escargots. C'est un type qui va acheter des escargots pour le dîner, alors il va chez le marchand, et le marchand a 2 bassines d'escargots. Il y en a une avec un couvercle et une sans. Alors il lui demande, mais pourquoi il y a un couvercle dans cette bassine? En fait, ça, c'est parce que, monsieur, dans cette bassine, vous avez de l'escargot anglais. Et l'escargot anglais, vous avez beau faire ce que vous voulez, il va essayer d'escalader la paroi pour se barrer. Donc, si à la fin de la journée, j'ai pas mis un couvercle, ils sont tous partis. Ah, mais l'autre bassine, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de couvercle? Ils sont malades, vos escargots? Oh non, monsieur, pas du tout, c'est du bon petit escargot, c'est un gousi. Mais c'est de l'escargot français. Et l'escargot français, il n'y a pas besoin de mettre un couvercle, parce que dès qu'il y en a un qui escalade le rebord, tous les autres se jettent sur lui pour le ramener au fond. Elle est pour moi, celle-là. Alors, dites-vous bien... Vous avez vu ça? J'ai balayé l'applaudissement comme ça d'un coup de main. On peut le faire à l'inverse ou pas? En fait, moi, ce que je veux vous dire, c'est essentiellement que votre cerveau est comme un smartphone. Il a des logiciels. Il a des logiciels qui tournent. Et ces logiciels qui tournent, eh bien, ils peuvent influencer votre vie, vos décisions. Notre smartphone, on le met à jour très régulièrement. Notre cerveau, un peu moins. Notre cerveau, on le met à jour en termes d'information, mais pas en termes de logiciel, sur la façon dont il fonctionne. Et pourtant, on devrait, parce que notre cerveau est un peu plus important que nos smartphones. Alors, on pourrait désinstaller ou réinstaller des applications dans notre cerveau. L'avantage de notre smartphone, c'est que lui, il nous met la liste des applications qui tournent. Mais notre cerveau ne nous le dit pas. Il y a des applications dans notre cerveau qui sont installées par le constructeur, c'est-à-dire qu'on les a à la naissance. D'autres sont installées par nos parents, d'autres sont installées par l'école ou nos pères, PAIR. Et très souvent, on ne se rend pas compte qu'on a ces applications qui tournent. Il y a 2 mensonges à l'heure actuelle qui détruisent la Terre entière et qui sont hérités de la révolution industrielle. Le premier mensonge, c'est produire ou s'épanouir, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Toute personne, par exemple, une personne, elle est soit épanouie et c'est un glandeur, soit elle est productive et elle est dépressive. Et cette espèce de dichotomie, elle existe encore en arrière-plan dans beaucoup d'institutions. Vous savez que le mot travail en français vient du latin tripalium, qui voulait dire un instrument de torture. Donc l'étymologie même du mot travail, c'est un instrument de torture. En italien, c'est il lavoro, c'est les douleurs de l'accouchement.
En espagnol, c'est trabajo, c'est aussi tripalium, qui voulait dire instrument de torture. Donc dans le monde latin, on a vraiment cette notion que c'est pas possible d'être productif et épanoui. Ça, c'est pas physiquement réalisable. Et puis l'autre mensonge de la révolution industrielle, c'est nature ou emploi, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne. Et là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Et cette opposition, en fait, elle préside à la gouvernance du développement durable, aussi bien aux Nations Unies qu'aux États-Unis dernièrement. Ce qui fait que Trump a quitté les accords de Paris, c'est précisément parce qu'il a dit que ça va détruire l'emploi de préserver l'environnement. Les Chinois continuent à penser pareil à certains égards. Bush avait dit que le niveau de vie des Américains n'est pas négociable pour les mêmes raisons. Et ce qui fait que la COP21, on s'en souvient déjà comme celle qui est venue entre la 20 et la 22, c'est précisément parce qu'on continue à penser que le débat écologique, c'est combien de nature je gagne, combien d'emplois je perds. Et on pourrait prouver que ce n'est vraiment pas le cas. Mais le sujet pour ce soir, c'est prouver que tout homme productif n'est pas forcément épanoui, mais tout homme épanoui est forcément productif. Alors, l'image que je vous ai mise là, c'est Saint Augustin. Saint Augustin était kabyle, comme tous les génies. Le monde se divise en deux catégories, les kabyles et ceux qui rêvent d'être kabyles. Et là, vous le voyez en train de télécharger du savoir directement dans sa tête. Donc, il tient son cœur, et son cœur télécharge le savoir directement dans sa tête. Et en fait, c'était une peinture extraordinairement subversive, parce qu'il piétine les livres, là. Là, vous le voyez en train de piétiner les bouquins. Rien à foutre. Moi, je télécharge direct à la source. Et il utilise son cœur pour ça. Cette idée que si vous aimez un domaine, vous allez l'apprendre plus rapidement. Faisons un petit détour là-dessus. Vous avez déjà vu ce bâtiment, sans doute. C'est quoi? C'est le nouveau siège d'Apple, qui vient d'être inauguré, un peu en retard, pour fêter les 40 ans de la société. Et ça témoigne de l'immense prospérité d'Apple. Quand Apple téléphone à sa banque aujourd'hui pour savoir combien ils ont sur leur compte courant, la banque, elle répond quoi? Je parle de Trésor. La banque, elle répond, votre compte est créditeur. Déjà, commence par là. Du PIB du Qatar, plus le budget de défense allemand, plus le budget de défense français. Et quand je dis ça aux États-Unis, ils disent mauvais exemple. 220 milliards de dollars en liquide. Le siège, là, est plus grand que le Pentagone. Il leur a coûté 4,5 milliards. Le plan de relance d'Emmanuel Macron, c'est 57 milliards. Fallait pas rigoler, c'était un piège aussi. Typiquement, ces mecs sont partis d'un garage et ont accumulé 220 milliards de cacahuètes en liquide. J'insiste, ce n'est pas leur valeur boursière. Alors, en vendant du savoir, en vendant de la connaissance, vous allez me dire non, ils vendent du hardware. Mais en fait, les produits qu'ils vendent valent beaucoup plus cher que les composants pris séparément. Les composants eux-mêmes valent beaucoup plus cher que la matière première prise séparément. Et le différentiel entre le prix final et le prix des composants, matériellement, c'est de la connaissance, c'est du marketing aussi, c'est des brevets, c'est de l'image de marque, c'est des choses immatérielles. L'économie immatérielle, elle peut nous rendre riches, profondément riches. Mais déjà, il faut bien comprendre que l'économie immatérielle, elle n'est pas très intuitive. Parce qu'on a tous plus ou moins un cerveau de chimpanzé. Ouais, surtout toi. Celle-là, il faut la faire. Il y a une petite technique, en fait. Je vous balance des trucs de pro, mais il faut lever le doigt à 45 degrés pour montrer personne. C'est tout réalisé par des professionnels. N'essayez pas de faire ça chez vous. Typiquement, on a un cerveau de chimpanzé, c'est-à-dire qu'on est surtout là pour voir le monde tangible, le monde matériel. Parce que le monde tangible, c'est le monde qu'on peut manger ou qui peut nous manger. Et donc l'évolution nous a sélectionnés avant tout pour voir ce monde-là. Donc ça ne demande aucun effort. Et c'est pour ça que, par exemple, une œuvre d'art figurative est beaucoup plus simple à regarder qu'une œuvre d'art abstrait. L'art abstrait demande un effort. D'une façon générale, ce qui demande des efforts est impopulaire et ce qui demande zéro effort est très populaire. Je vous laisse envisager les conséquences politiques de cette phrase. Donc, l'abstrait demande un effort pour notre cerveau. Notre cerveau est capable de l'envisager, mais ça demande un effort. Quand on a découvert, par exemple, que l'air existait et qu'on le respirait et que cet air contenait de l'oxygène, eh bien, on avait toujours été dedans, si vous voulez, mais il a fallu faire un effort abstrait pour se dire que cette chose invisible et intangible qui nous entourait existait vraiment et avait un impact sur nos vies. La connaissance, c'est la même chose. L'économie de la connaissance, ce n'est pas la plus récente, c'est la plus ancienne. Les êtres humains échangeaient des savoirs bien avant d'échanger de l'huile d'olive ou des boisseaux de blé ou des monnaies. Le feu, c'était de la connaissance. Ça passait d'une tribu à l'autre. Et c'était un échange de savoir qui était bien plus ancien que les échanges commerciaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. L'économie de la connaissance, donc, ce n'est pas la plus récente, c'est la plus ancienne. Ce n'est pas une mode, elle a toujours été là.
exactement comme l'air qu'on respire. Simplement, comme elle est basée sur l'immatériel, on a du mal à l'appréhender. Et moi, ce que je veux vous démontrer, évidemment, c'est que l'économie de la connaissance, sa base, c'est l'amour. Que si on aime la connaissance, on la prend mieux. Et c'est ce qu'on voyait précisément sur cette toile qui représente Saint-Augustin. C'est ce que disait Léonard, et c'est ce qu'avait dit Aristote avant lui, et Bouddha encore avant lui, et Zoroastre, et Lao Tse. Mais essayons de le prouver de façon rationnelle. Alors pourquoi j'ai commencé par Apple? Ça, c'est une influence du campus d'Apple. À votre avis, c'est quoi? Ça, c'est Bagdad. C'est Bagdad du temps de Charlemagne, ou du temps d'Isnogoud, ça dépend de vos références après. Et en fait, c'était la capitale mondiale des mathématiques. C'était là-bas qu'on fabriquait les meilleurs instruments de navigation céleste au monde. Et quand vous étiez caravanier sur la route de la soie, avoir un instrument de navigation céleste, ça pouvait vous faire gagner 2 semaines sur votre trajet. Et 2 semaines en bas de bilan, ça se voyait. Alors, il fallait revenir régulièrement à Bagdad pour faire mettre à jour son astrolabe avec les dernières observations célestes. On avait donc le hardware et le software. Capitale mondiale des mathématiques, dans le sens que le mot algorithme vient de là-bas. Le mot algorithme est la latinisation du nom Al-Khwarizmi, un mathématicien de Bagdad qui a été latinisé donc en algorithmie. Algèbre vient aussi de Bagdad, al-Jabr. C'est de là que vient l'expression chiffres arabes. Ils ne sont pas arabes, ils sont indiens ces chiffres, mais ils sont passés par Bagdad, donc l'Occident les a appelés arabes. Et puis c'est de là que vient le X dans les équations. Les Arabes notaient, en fait, quand ils voulaient noter l'inconnu, ils la notaient par une lettre qu'ils prononçaient R. Et les Espagnols en Andalousie, quand ils ont latinisé cette lettre, l'ont remplacée par une lettre qu'eux-mêmes prononçaient R, le X, Mexico. Donc c'est de là que vient le X dans les équations. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est aussi de Bagdad que viennent les mots alcool et alambic. Le savoir-faire s'est perdu entre-temps. À mon grand regret, vous l'imaginez bien. Alors, cette ville, ce qu'on peut en retenir, outre le fait que, je l'aime beaucoup cette ville parce qu'évidemment le commanditaire était un prince musulman, mais le premier architecte était zoroastrien, le deuxième architecte était juif, le maître d'œuvre était bouddhiste et le financier était chrétien. Putain, c'était une autre époque quand même. Ce qu'il faut retenir de cette image, c'est que ça, c'est Bagdad avant le pétrole. Et que Bagdad avant le pétrole était beaucoup plus puissante, influente et riche que Bagdad après. Là, vous n'avez pas un Bagdad qui creuse le sol. Le sous-sol, tout le monde s'en foutait à l'époque. Surtout ce sous-sol-là, en plein désert. Vous avez un Bagdad qui creuse le ciel. Quand on creuse le sol, au bout d'un moment, on touche le fond. Mais quand on creuse le ciel, à quel moment on touche le fond? À quel moment vous pouvez dire, ça y est, j'ai extrait toute la connaissance possible? Ce moment, il n'arrivera pas, parce que toute la connaissance possible, c'est infini. Alors qu'un puits de pétrole, ce n'est pas infini. Dites-vous bien que la connaissance, comme la connerie, elle est infinie. Et que, évidemment, si vous basez votre économie sur la connaissance, vous pouvez potentiellement avoir une croissance infinie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si et seulement si cette croissance est immatérielle. La croissance infinie, matériellement, ce n'est pas possible. La Terre, elle est finie, même l'univers, il est fini. Il n'existe rien de tangible et d'infini. C'est une loi de la physique. Tout ce qui est tangible, matériel, est forcément fini. Par contre, la connaissance, c'est intangible, ça peut être infini en termes de réserve. À quel moment vous pouvez dire « j'ai écrit tous les livres possibles, j'ai écrit tous les logiciels possibles, j'ai peint toutes les œuvres d'art possibles ». Ce qui est immatériel est potentiellement infini. En quoi c'est intéressant, ça? Avant d'aller plus loin, parce que je vois bien des fois vos sourcils qui font des origamis japonaises, je ne suis pas là pour enfoncer des portes ouvertes, entendons-nous bien. Le message le plus important que j'ai à vous donner là, c'est celui qui va apparaître dans cette petite bulle. Je suis très sincère avec vous, je n'ai pas de message plus important que celui-là de toute la soirée en fait. C'est-à-dire que quand je vous l'aurai donné, vous pouvez vous lever, vous barrer, prendre une bière, je n'ai pas de message plus important que celui-là. Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, religieuse, légale, ce que vous voulez, si c'est une révolution, ça passe toujours par 3 étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et enfin, c'est considéré comme évident. Systématiquement. Ridicule, dangereux, évident. Prenez le droit de vote des femmes, par exemple. Ouais, statistiquement, il y a toujours une personne dans la salle pour faire « non, c'est encore ridicule aujourd'hui ». Vous trouverez une cagette de tomates mûres sous vos sièges. Mais soyons sérieux, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Et les femmes dans tout ça? Non, écoute, Bobonne, j'ai du boulot, laisse-moi tranquille. C'est ridicule. Olympe de Gouges va être décapité, donc on frise avec le dangereux, mais dans les 100 années qui vont suivre, toute femme qui demandera le droit de vote, elle est hystérique, quoi, c'est pas sérieux.
1889, c'est dangereux, qui va garder les gosses et faire la vaisselle. Parce qu'au bout d'un moment, les hommes ont commencé à se poser les vraies questions. Alors du coup, les suffragettes, on les torture, on les psychiatrise et en dernier recours, on les tue. Un critère légal d'admission en hôpital psychiatrique à Londres en 1889, pour une femme, c'était l'idéroman. Fin de la blague. Donc, on était dans le dangereux. Aujourd'hui, les femmes votent. And so what? C'est complètement évident. Bon, sauf pour certains pays à qui on file la Légion d'honneur. Cette vanne, je l'ai faite devant des préfets. Si vous me cherchez, vous me trouverez au club SM le plus proche. Tout ça pour dire que le passage de ridicule à évident, il n'est pas synchrone. Pour certaines zones géographiques, une chose est évidente, pour d'autres, elle est ridicule. Par exemple, l'ordinateur personnel. Dites-vous bien qu'un ordinateur personnel, un téléphone, encore plus personnel qu'un PC de base, un téléphone aujourd'hui, il a x2 les capacités de calcul de la NASA en 1969. C'est-à-dire qu'un smartphone du commerce a 2 fois les capacités de calcul de la NASA en 69, aujourd'hui, chacun dans notre poche. Je parle de Houston, plus Cap Canaveral, plus la fusée elle-même. Mais si vous aviez dit ça à un ingénieur de la NASA, en 69, écoute, un jour, on aura x2 les capacités de l'agence dans notre poche. Et vous auriez dit, écoute, mais laisse-moi tranquille, j'ai une fusée envoyée dans l'espace, tu racontes n'importe quoi, je suis ingénieur, je m'y connais plus que toi, donc s'il te plaît, laisse-moi bosser. C'était donc ridicule. Si vous étiez venu avec un prototype, il vous aurait dit, mais cache ça, malheureux, c'est super dangereux. Toutes les capacités de calcul de l'agence dans notre poche, en 69, après la crise des missiles de Cuba, t'es pas dingue. Donc vous pouvez être sûr que le gouvernement américain aurait passé des lois. Le Congrès aurait dit, vous avez le droit à tant de puissance de calcul si vous êtes un individu, si vous êtes une entreprise un peu plus, si vous bossez pour l'armée un peu plus, etc. Il y aurait eu des lois, parce que ça aurait été dangereux. Et aujourd'hui, tout le monde a les capacités de calcul de la NASA en 69 dans sa poche, complètement évident. Dites-vous bien que ces 3 étapes forment tellement un théorème en soi, que si une idée ne passe pas par ridicule, ce n'est pas une révolution. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que toute idée révolutionnaire doit forcément passer par ridicule, mais toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire. Et évidemment, pour un preneur de décision, c'est très dur de faire la différence entre une idée révolutionnaire et une idée à la con chimiquement pure. Je vois vos réactions que vous en manipulez tous les jours. Alors, typiquement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les soufis disent « le rubis est plus petit que la mine ». Ce à quoi j'ai envie de répondre « merci d'être venu », mais c'est vrai. C'est-à-dire que le rubis, c'est l'idée révolutionnaire, et la mine, c'est les idées à la con. Et si vous voulez trouver des rubis sans mettre les mains dans la mine, il faut aller chez le bijoutier. Mais ce n'est pas vous qui allez capter la marge. Celui qui vous présente la révolution déjà bien taillée sur un petit coussin de satin brodé, c'est lui qui prend la marge, ce n'est pas vous. Les rubis, pour les trouver à l'état sauvage, c'est dans les cailloux qu'il faut regarder. Les cailloux, c'est les idées à la con. Tous les cailloux ne contiennent pas un rubis. Par contre, absolument tous les rubis se trouvent dans un caillou au départ. Les révolutions, c'est vraiment pareil. Dites-vous bien que tout ce qui nous entoure ici est né d'une révolution. Le fait que des femmes puissent porter des pantalons, ça a été une révolution, ça. D'ailleurs, au Parlement, en France, la loi n'a été abrogée qu'à la fin des années 80. Alors évidemment, les femmes portaient des pantalons quand même, mais la loi, on n'avait pas pris le temps de l'enlever. Donc au Parlement, on ne pouvait pas être une parlementaire et porter un pantalon. Je crois qu'en France, les femmes, pour avoir un compte en banque sans l'accord de leur mari, c'était 62 ou 63, c'est ça? Donc vous voyez que même des choses complètement évidentes qui nous entourent, je ne parle même pas du courant alternatif. Le courant alternatif était considéré comme dangereux par Thomas Edison, quelqu'un de redoutable en électricité pourtant. Thomas Edison pensait que le courant alternatif était dangereux. Et pour en convaincre les gens, il prenait des animaux qu'il électrocutait en public à New York. Il est même allé jusqu'à acheter un éléphant à la retraite d'un cirque pour l'électrocuter devant tout le monde en place publique à New York, pour montrer que le courant alternatif était dangereux. Il a même fait du lobbying pour que se faire électrocuter se dise se faire Westinghouser, parce que c'était la société Westinghouse qui était le principal promoteur du courant alternatif à New York. Donc vous voyez que toutes les choses qui nous entourent, du train à grande vitesse à l'avion en passant par la montgolfière, sont des choses qui sont passées par ridicule, dangereux, évident. C'est très facile, évidemment, en rétrospective, de rigoler de nos ancêtres et de dire « Regardez, cette chose qui est évidente pour nous, elle a été ridicule pour eux ». Ce qui est difficile, et ce qui demande un effort cognitif, parce que c'est de la dissonance, c'est de se poser la question de ce qui est ridicule aujourd'hui et qui pourrait devenir évident demain. Alors, typiquement, l'importance de l'épanouissement dans la productivité. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, and you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that
ended up being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't. Oftentimes, it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. So you got to love it, you got to have passion. Alors, j'aime beaucoup cette vidéo parce que là, il explique vraiment en une phrase, il rationalise l'amour. C'est totalement rationnel ce qu'il vient de décrire là, le Steve Jobs. Il vient de dire en gros, si vous aimez votre métier, vous avez une capacité de tarte dans la gueule supérieure à la concurrence. Je fais la traduction. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous aimez ça, si vous n'êtes pas seulement là pour prendre un chèque et faire la culbute, eh bien, vous avez une capacité de survie à l'échec supérieure à votre concurrence. Alors, vous connaissez la petite blague, aux États-Unis, ils ont Steve Jobs, mais en France, on a Paul Emploi. Pardon. Pourquoi vous m'avez laissé la faire, celle-là, bordel? Alors, cette idée que si vous aimez votre métier, vous allez être plus persévérant. Il dit deux choses, persévérer et être plus précis, c'est très dur, etc. Donc vous allez non seulement persévérer, mais être plus rigoureux dans votre approche à votre métier. Un exemple tout bête. Airbnb. Pourquoi il y a R dans Airbnb? Vous connaissez un peu l'histoire? Pourquoi il y a R dans le nom de cette société? Ils ne vendent pas des vols, les mecs. Absolument. Au départ, c'était un matelas pneumatique. C'était des designers de San Francisco, ville extraordinairement chère sur le plan foncier, qui se disent on va sous-louer un matelas pneumatique dans notre chambre, dans notre appartement, un airbed. Et comme le matelas pneumatique, c'est le degré zéro du confort, on va partager les œufs et le bacon aussi, on n'est pas des bêtes. Et ça donne airbed and breakfast. Et ça marche très bien comme ça, là, entre amis, mais dès qu'ils vont voir des investisseurs, on a une super idée, des inconnus vont venir vivre chez vous. Bon, l'investisseur, chez lui, c'est un penthouse au dernier étage avec une clé séparée pour l'ascenseur. Il se voit mal la lâcher à un inconnu. Donc, ça ne marche pas. Ils ont zéro crédibilité, personne ne veut investir chez eux. Alors, ils s'endettent, ils prennent des cartes bleues revolving aux États-Unis, on peut s'endetter assez facilement, on a vu les conséquences du truc d'ailleurs. Ils s'endettent comme ça, et puis ils sont à 2 doigts du dépôt de bilan, et ils se disent, bon, on va faire un baroud d'honneur. On va faire des produits promotionnels. Comme on est dans le airbed and breakfast, on aurait pu imprimer des matelas pneumatiques, mais on n'a plus un sou, on ne va pas commencer à se lancer là-dedans. Par contre, on va parler du breakfast. Alors, on va imprimer des boîtes de céréales avec la tronche de Barack Obama et de John McCain dessus. On est en pleine élection de 2008. Ça, c'est les boîtes commémoratives qui sont en très très grand format, mais les boîtes originales, c'était des petites boîtes de distributeurs qui faisaient 15 cm de haut, qu'on trouvait n'importe où. Ils vont les vendre $40 pièce. Alors, on est aux États-Unis, ça ne s'explique pas, ça va se vendre. Et ils vont en vendre autour de 800. Alors, ça ne rembourse pas leur crédit, mais ça leur redonne confiance en eux. Du coup, ils repartent, tour d'investissement. On a une super idée, des inconnus vont venir chez vous. Écoutez, les mecs, si vous n'avez pas d'autres arguments à faire valoir, barrez-vous de mon bureau parce que j'ai du travail. Ridicule. Bon. Oui, on a d'autres arguments, on a fait des boîtes de céréales. Comment ça? Mais j'en ai entendu parler dans le San Francisco Chronicles. Vous en avez vendu combien, en fait? 800, monsieur. T'as 800, brave petit, t'as fait $1000 de marge, c'est ça? Non, on a fait 32 000. Alors, l'investisseur, s'il y a bien une chose qu'il sait faire dans la vie, c'est compter. Vous les avez vendus $40 pièce? Ouais, regardez les reçus, regardez les bons de commande. Et là, le type, mais vraiment, pose la boîte, 1 minute de silence, il sort son carnet de chèques et il prononce cette phrase historique. Écoutez les gars, il faut vraiment que je vous le dise tout de suite, votre projet, j'y crois pas, mais du tout. Par contre, si vous me dites que vous êtes capable de vendre $40, des boîtes qui valent 2,50, mais évidemment que j'investis. Et les fondateurs diront, dans la vie, il faut savoir être un céréal entrepreneur. Parce que le céréal entrepreneur, c'est le mec qui est prêt à imprimer des putains de boîtes de céréales pour financer son projet. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, dans la Silicon Valley, c'est jamais les premiers de la classe qui réussissent. Ça me fait mal de le dire, mais on ne fait jamais une Silicon Valley avec les premiers de la classe. Pourquoi? Parce que le premier de la classe, si jamais ça foire, il y a Google qui lui propose un salaire à 300 000 annuels. Alors évidemment, au premier échec, il va se barrer. Mais eux, là, c'était personne, ils n'avaient aucun autre projet, c'était leur bébé, le truc. Donc ils sont allés jusqu'au bout. Et c'est pour ça que c'est Brian Chesky et Joe Gebbia qui ont fondé Airbnb. Alors,